Au sommaire de cette édition, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, vient de lancer à Conakry le projet Dispatching, un projet d'interconnexion sous-régionale financé par le fonds d'Abu Dhabi. Il vise à améliorer la desserte en courant électrique. Renforcement de la coopération militaire entre la Guinée et la Russie. La question a dominé les entretiens entre le ministre d'État à la présidence chargé de la Défense nationale et le ministre russe des Ressources naturelles. 10 millions d'euros pour le ministère de l'enseignement préuniversitaire. L'argent est destiné à la construction des salles de classe pour la région de Farana. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. La rigueur dans l'évaluation des apprenants, le renouvellement des cadres à des postes de l'administration publique et le plan d'engagement des dépenses de l'État, ce sont entre autres sujets débattus au Conseil des ministres de ce jeudi 20 juillet 2017 au Palais Sérotoria. La session a également mis un accent sur plusieurs autres questions d'intérêt national. Le Conseil était présidé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le point avec Mohamed Sankan. Tel est le premier point de l'ordre du jour évoqué par le chef de l'État à l'ouverture du Conseil des ministres de ce 20 juillet 2017. Le chef de l'État a demandé au ministre en charge de la fonction publique de proposer un plan de renouvellement des cadres au niveau de certains postes de l'administration publique. Le président de la République a demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour exploiter au maximum le potentiel touristique de notre pays et relancer ce secteur. Le chef de l'État a félicité le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté pour la tenue avec succès de l'atelier participatif d'analyse des conflits pour l'élaboration d'une stratégie de prévention qui a ouvert ses travaux le 19 juillet 2017 à Conakry. Le président de la République a invité le gouvernement à accélérer le processus d'acquisition des vaccins pour les pèlerins en prévision du prochain pèlerinage à la Mecque. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de diligenter l'ouverture prochaine d'un bureau de la Banque africaine de développement à Conakry. Enfin, le président de la République a demandé au Premier ministre d'organiser une réunion préparatoire à la visite d'une délégation marocaine de haut niveau. Le président de la République a insisté pour que tous les projets faisant l'objet d'accords avec la partie marocaine soient passés en revue. Enfin, le chef de l'État a informé le Conseil que la visite du président nigérien Muhammadu Buhari, qui devait se tenir depuis le mois de mars, a été reportée pour raison de santé. À ce titre, Monsieur le Président de la République a demandé à toutes les mosquées de la Guinée que la journée du vendredi 21 juillet soit consacrée à des prières pour le rétablissement de son homologue nigérian. Le Conseil des ministres a enregistré 3 communications selon le porte-parole du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat a fait une communication relative à la problématique de la fourniture des données sur l'économie touristique guinéenne et le fonctionnement du bureau d'accueil de l'Office national du tourisme à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le ministre a rappelé la nécessité d'assurer la mise en œuvre des recommandations internationales de l'Organisation mondiale du tourisme relatives à la collecte et à l'analyse des statistiques du compte satellite de l'économie du tourisme. Le ministre du Budget a quant à lui axé sa communication sur le plan d'engagement des dépenses et le module observateur de l'exécution des dépenses publiques. Le ministre a insisté que l'objectif de sa communication est d'apporter un éclairage aux ordonnateurs principaux, c'est-à-dire les ministres, et aux présidents des institutions républicaines sur la mise en place du plan d'engagement des dépenses publiques et du module observateur de l'exécution des dépenses publiques à partir du 3e trimestre de l'année en cours. Le ministre a affirmé que le plan d'engagement permet à chaque ordonnateur d'exécuter son budget dans le respect des équilibres fondamentaux de la politique budgétaire de l'État par des ouvertures trimestrielles de crédits à engager qui tiennent compte des consommations antérieures et des crédits disponibles par rapport à l'autorisation parlementaire. Il renforce le pilotage de l'exécution du budget au niveau de chaque ordonnateur. Enfin, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a fait une communication relative au nouveau calendrier scolaire. Il s'agit notamment de la suppression de la moyenne annuelle pour le baccalauréat unique, de la déconcentration des autres évaluations dans les préfectures et régions et de la réinsertion des évaluations trimestrielles. L'année scolaire ira dorénavant du 15 septembre au 31 mai.
Le mois de juin étant exclusivement consacré aux examens nationaux, a fait remarquer le porte-parole du gouvernement. À l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil approuve le plan d'engagement des dépenses et le module observateur de l'exécution des dépenses publiques. Il invite le ministre à vulgariser les deux outils de gestion budgétaire. 2. Le Conseil adopte le nouveau calendrier scolaire au compte de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation et invite le ministre à le partager avec l'ensemble des acteurs du système éducatif. Le Conseil a été enfin informé par le ministre de la Sécurité de l'introduction de nouveaux éléments de sûreté dans l'élaboration des passeports biométriques. Et puis avant de poursuivre cette édition, ce communiqué des affaires religieuses dans le cadre du renforcement de l'amitié et de l'unité d'action entre les peuples et les dirigeants des pays africains en général et de la sous-région en particulier, le secrétaire général des affaires religieuses demande à tous les fidèles religieux de Guinée de procéder pour les musulmans à la lecture du Saint-Coran et à des invocations dans toutes les mosquées de la République ce vendredi 21 juillet 2017. Pour les fidèles chrétiens, à la lecture de la Bible, à des prières dans toutes les églises, les temples, les paroisses et les chapelles le dimanche 23 juillet 2017. Cela pour la santé de son Excellence M. Mohamed Buhari, président du Nigeria, en convalescence depuis quelques mois à Londres. Les intentions ne doivent pas omettre aussi le maintien de la santé de notre président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, signé donc Elhadj Abdulkarim Joubaté, secrétaire général aux affaires religieuses. Le président de la République a procédé ce jeudi au lancement du projet Dispatching, un projet d'interconnexion sous-régionale financé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Ce projet vise à améliorer la desserte en électricité et la qualité des services. Il s'étend sur 2 ans. Ibrahima Keita signe ce reportage. Améliorer l'approvisionnement en électricité avec à la clé la qualité de service tout en réduisant le nombre de pannes sur le réseau électrique guinéen. Tel est le principal rôle du futur centre de dispatching électrique national. En posant la première pierre de cette autre infrastructure, le président de la République, professeur Alpha Condé, répond ainsi à une des conditions préalables à l'interconnexion du réseau guinéen au système d'échange d'énergie électrique de la sous-région. Ce futur centre de dispatching national facilitera le lien entre les réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Mali et de la Sierra Leone. Ce projet sera aussi réalisé par les entreprises INEO, General Electric et GoParentec comme consultants, des sociétés de renom. Tout cela venant confirmer l'attractivité de la Guinée et son ambition de se doter pour l'avenir des moyens les plus modernes et performants. Le futur dispatching permettra la commande à distance de l'ensemble des centrales électriques, des lignes de transport et des postes de source de la Guinée, contribuant ainsi à la réduction des temps de coupure et à l'optimisation des moyens de production électrique. Sur initiative du chef de l'État, le centre de dispatching national est financé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, ce qui prouve l'excellence des relations entre la Guinée et les Émirats arabes unis. Prime Minister, Minister of Presidential Affairs. C'est un honneur pour nous d'être présents aujourd'hui pour la cérémonie de la pose de la première pierre du Centre de distribution nationale de Guinée. Cet événement marque une nouvelle réussite dans la relation entre les Émirats arabes unis et la Guinée et témoigne de la force des liens qui unissent ces deux pays. Chers invités, sous la direction avisée des Émirats arabes unis, le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement fournit un soutien financier et technique pour la réalisation des projets stratégiques. Le principal enjeu de ce soutien est de mettre à la disposition des pays en développement les méthodes, techniques et les outils permettant d'assurer une croissance économique viable. Le Fonds d'Abu Dhabi et le gouvernement guinéen tirent profit de ce partenariat stratégique depuis maintenant 4 décennies.
En réalisant ensemble la vision de votre gouvernement, nous avons contribué à l'expansion et à la diversification de l'économie guinéenne. Nous avons facilité la mise en place de projets ayant un impact positif pour le peuple guinéen. Avec les 450 MW, le barrage de Soapiti permettra à la Guinée de combler son besoin de consommation électrique. Mais avant la fin de ce projet en exécution, le gouvernement a fourni des efforts qui ont permis d'accroître le niveau de la desserte en courant électrique du pays. Dans le secteur de l'énergie, de solides projets ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. Le chemin balisé par vous, Excellence Monsieur le Président de la République, est encore long à parcourir. En effet, votre souhait et la mission que vous avez confiée au département de l'énergie, c'est de couvrir intégralement notre pays en électricité d'ici 2020. Oui, Excellence Monsieur le Président, c'est possible. À l'allure dont les travaux se réalisent, avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, les bases évidentes sont posées. Au département, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique est à pied d'œuvre. En plus des projets en cours de réalisation, le 12 juillet 2017, nous avons procédé au lancement des travaux de réhabilitation des réseaux de Matam et de Matoto, de Mossodougou à Lansanaya. Ensuite, 26 préfectures aujourd'hui, Monsieur le Président, sont dotées de réseaux tout neufs à moindre tension et en basse tension. 31 localités des sous-préfectures de notre pays sont aujourd'hui électrifiées depuis le lancement des travaux que vous avez effectués à Sougueta. C'était en septembre 2015. Ces travaux sont terminés. Sans oublier, Monsieur le Président, le grand barrage de Soapiti est en cours de construction. Le corps du barrage est en train de sortir de l'eau petit à petit. Des études importantes sont réalisées et en recherche de financement. Je veux parler des études de faisabilité, des barrages de Gozegizia, Franconedou-Kobeli, Parawa, des lignes de transport 225 kV d'Insan-Fomi-Kankan, Zérekoré en passant par Massanta, Dekedou, Kisdougou, Farana, Farana, Daboula, Farana, Mamou. Et les études d'électrification urbaine et rurale et ensuite le prospectus d'investissement qui sera bientôt présenté en France devant le groupe des investisseurs. Je n'oublierai pas, Monsieur le Président, de parler des études de faisabilité disponibles aujourd'hui. De l'emblématique barrage de Fomi, le barrage à but multiple qui va permettre non seulement de donner de l'énergie à la Haute-Guinée, mais permettre également de réguler le cours de l'eau à partir de Fomi, Kouroussa, jusqu'à son embouchure à la décharge du fleuve Niger au Nigeria. Et malgré les efforts, les défis dans le secteur électrique de la Guinée sont nombreux. Et le président de la République, professeur Alpha Condé, a invité tous les intervenants dans le secteur à mieux s'investir. Nous devons d'abord adresser nos remerciements au Cheikh Mansour, président du fonds d'Abi Daoui, mais surtout au prince Mohamed pour l'accompagnement à l'égard de notre pays. Nos relations avec Abu Dhabi sont des relations qui remontent à 2011 qui sont beaucoup renforcées dans le domaine de l'exploitation de la bauxite à Sangaredi par Moubadala, que l'accompagnement de notre compagnie EDG pour nous aider à offrir le courant au peuple de Guinée. Vous savez que le courant est fondamental non seulement pour le développement des pays, mais pour la vie des citoyens. Or, nous sommes confrontés en Afrique à un grand déficit d'énergie. Nous vous disons souvent que 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. Or, l'énergie est fondamentale. C'est pourquoi, tant en Guinée qu'en Afrique, nous devons gagner cette bataille pour l'énergie. Mais il ne suffit pas de faire des barrages ou de faire des dispensing. Faut-il qu'il y ait une gestion correcte de la société. Nous savons qu'il y a beaucoup d'insuffisances au niveau de notre société EDG. Nous avons pensé trouver la solution avec l'aide de la Banque mondiale en faisant le courant un partenaire
Mais je dois dire la vérité, monsieur le directeur général, pour le moment, nous ne sommes pas satisfaits de cette gestion. Et nous allons continuer à vérifier avec vous pour faire le point. Car si nous avons fait appel à une société étrangère, c'est pour que la gestion soit beaucoup plus efficiente. Il y a des choses qui ne sont pas de la responsabilité de la direction générale, c'est notamment les pertes dans la distribution. Ça ne sert à rien de produire si 20 à 30% se perdent en chemin. Donc il est extrêmement important de réhabiliter les lignes de transmission, mais aussi de distribution. C'est pourquoi nous sommes très heureux aujourd'hui de poser la première paire de ce dispatching qui va permettre qu'il y ait moins de coupures et surtout qu'il y ait moins de pertes. Mais aussi les populations en responsabilité. Tout le monde veut le courant en Guinée, mais on ne veut pas payer. On ne peut pas avoir de courant si on ne peut pas payer. Donc il est extrêmement important que notre retard soit un avantage pour nous. Donc que nous allions vers les compteurs intelligents qui vont permettre à chaque citoyen, bien sûr, de bénéficier du courant, mais aussi de payer, parce qu'on ne peut pas continuer à fournir du courant si la société n'est pas capable de s'autofinancer. Pour le moment, la société fonctionne à coût de subventions. Cela ne peut pas continuer. Donc nous interpellons la direction pour que nous passions directement au compteur intelligent qui va permettre de mieux contrôler, de mettre fin au trafic, au détournement des cas de EDG qui préfèrent, au lieu d'aller relever le compteur, préférer s'entendre avec le citoyen pour prendre leur part, c'est-à-dire la corruption. Donc, beaucoup de choses sont encore à faire au niveau du DG. Mais nous sommes décidés à ce que le DG soit redressé. Nous sommes décidés à fournir du courant de bonne qualité aux citoyens. Mais aussi, les citoyens guinéens aussi doivent remplir leurs responsabilités, c'est-à-dire, quand on consomme le courant, on doit payer. Mais il faut que le DG fasse en sorte qu'il n'y ait plus de coupure. Que les citoyens puissent avoir du courant 24 heures sur 24 et qu'on ait moins de pertes de la production. Il est très important aussi que nous réhabilitons les barrages. Je ne comprends pas pourquoi nous avons un financement de la BI depuis 3 ans et que nous n'arrivons pas encore à réhabiliter les barrages. Alors qu'en réhabilitant des barrages, cela nous diminue les frais parce qu'on n'en a plus besoin d'acheter du gasoil ou du mazout pour faire fonctionner des centrales thermiques. Sans compter aussi les inconvénients sur le plan de l'environnement des centrales thermiques. Nous voulons d'ici 2 ans ne plus avoir besoin de centrales thermiques. C'est un défi que le ministre de l'Énergie et les DG doivent relever. Nous voulons que l'énergie hydraulique et l'énergie solaire remplacent les centrales thermiques sur l'ensemble du territoire. Cela nous permettra de lutter contre les effets négatifs du changement climatique. Je lance aussi un appel aux travailleurs de DG. Il faut qu'ils soient plus responsables. Lorsqu'on a voulu mettre des compteurs prépayés, qui est l'avantage des citoyens, ils ont été mentis aux citoyens afin de continuer à frauder, afin de continuer de ne pas relever les compteurs, mais de s'arranger avec les citoyens. Tout ça doit finir. Ou les travailleurs se redressent, ou nous serons obligés de les redresser. Ou EDG se redresse, ou nous serons obligés de redresser EDG. Ou le ministre de l'Énergie se redresse, nous serons obligés de redresser. À bon entendeur, salut. C'est donc un pas de géant que la Guinée vient de franchir dans le cadre de l'amélioration de la desserte en courant et surtout dans le cadre du respect de ses engagements pour la réussite de l'interconnexion. Dans 2 ans, plus de centrales thermiques en Guinée. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, un défi à relever. L'autre temps fort de cette édition finit la 5e commission mixte de coopération entre la Guinée et la Russie. La rencontre a permis de faire le bilan des actions développées et projeter de nouveaux jalons de coopération entre les 2 pays. Des résultats satisfaisants ont été enregistrés au cours de cette rencontre de 2 jours. Boubacar Abba. Les travaux de la 5e session de la commission mixte de coopération guinéo-russe ont abouti à la signature de 4 accords de coopération dans les secteurs de la pêche, la santé, la coopération militaire, la lutte contre le trafic illégal de stupéfiants et des substances psychotropes et 2 mémorandums d'entente dans les domaines de l'agriculture et l'enseignement supérieur. Dans le secteur du commerce, les 2 parties ont convenu de renforcer le partenariat entre les 2 chambres de commerce dans le but d'organiser des foires et des rencontres d'affaires entre les 2 pays.
Déjà, la partie russe voudrait s'impliquer dans le traitement des systèmes d'épuration et de désinfection des eaux recyclées pour les rendre potables et, si possible, assurer la promotion des hélicoptères civils russes avec service après-vente. Mieux, dans le secteur minier, les deux parties ont convenu de renforcer, diversifier et étendre la coopération au niveau des projets Djanjan et Frigia dans le cadre de l'élargissement de la capacité de trafic du chemin de fer Sangaredi-Kamsara, deux projets qui emploient 2500 travailleurs. Nous voulons des sociétés qui intègrent ces attentes-là en termes d'action. Tout n'est pas de faire de l'argent ou de donner de l'argent en termes de dividendes au gouvernement. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des différentes compagnies en termes de respect des règles environnementales, en termes d'appui aux communautés, en termes d'appui aux efforts du gouvernement pour que la sous-traitance du travail à faire dans les entreprises puisse profiter aux entreprises locales, aux entreprises guinéennes. Friguia, les travaux sont en cours. Les délais de finition sont prévus en 2019. Mais les Russes nous disent qu'ils sont même en avance sur ces délais de travaux. Écoutez, cette entreprise était complètement détruite. Le ministre russe des Ressources naturelles et de l'écologie a magnifié les bonnes relations de coopération entre les présidents Poutine et Alpha Condé qui ont donné de grandes orientations de cette coopération. Une coopération qui a permis à la Guinée d'être l'un des premiers pays exportateurs de bauxite dans le monde après le recul de l'Australie. Le ministre russe des Ressources naturelles a indiqué que son gouvernement a déjà affrété plus de 5000 vaccins contre le choléra, des médicaments qui viennent s'ajouter aux autres vaccins liés à la lutte contre Ebola. Donskoy a aussi ajouté qu'un laboratoire d'analyse de haute technologie sera réalisé par la Russie en Guinée. Comment le voir, Boubacar Ba? L'axe de coopération guinéo-russe se renforce et se diversifie. Le ministre russe des Ressources naturelles et de l'écologie a rendu visite au ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale. Une rencontre au cours de laquelle les deux hommes ont discuté des questions de formation des militaires guinéens en Russie. Sergent-chef Lamine Sanakamara, correspondant de la presse militaire. En visite de travail en Guinée dans le cadre de la 5e session de la commission intergouvernementale russo-guinéenne, Sergueï Donskoy, ministre russe des Ressources naturelles, et sa suite ont été reçus par le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale. Au menu de la rencontre, plusieurs questions allant dans le sens de la dynamisation de la coopération militaire, notamment dans le domaine de la formation, l'équipement et la lutte contre toute forme de menace. Et en marge de cette session, une groupe de travail discute des problèmes concrets de notre coopération dans le domaine militaire et technique. Concernant l'équipement militaire, la formation des stagiaires guinéens en Russie, et j'espère que nous aboutisserons à des résultats concrets. La Russie, c'est un pays ami de très longue date. Depuis l'indépendance de la Guinée, nous avons eu d'excellentes relations de coopération avec la Russie qui a accompagné le pays dans des périodes très difficiles dans le processus de son développement économique, surtout dans le cadre de la formation, que ce soit au niveau universitaire, que ce soit au niveau de l'armée. Grâce à l'arrivée de son Excellence, monsieur le professeur Alpha Condé, cette coopération a été renforcée davantage et c'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui ici à Conakry avec monsieur le ministre des Ressources naturelles et de l'écologie, surtout dans le domaine militaire, et c'est pour cette raison qu'il est venu nous rendre une visite de courtoisie. La Fédération de la Russie est l'un des premiers pays amis qui ont soutenu la Guinée dès son accession à la souveraineté. C'est cette coopération marquée d'acquis historiques qui se poursuit encore aujourd'hui entre les deux États et leur armée en particulier. À ce niveau, la Russie a formé plus de 2000 militaires guinéens, plus de 1500 experts russes ont été envoyés en mission en Guinée dans le domaine de la maintenance et la réparation du matériel livré aux forces armées guinéennes. Dans l'actualité encore, doter la Guinée de documents d'état civil sécurisés. La question est en débat à Conakry. Experts guinéens et étrangers réfléchissent de la mise en œuvre d'un système efficace et sécurisé de production des actes d'état civil. Les études sont financées par la Banque mondiale et l'Union européenne. Suivez le reportage de Mohamed Amin Kamara.
En Guinée, le système traditionnel d'enrôlement des actes de naissance, de mariage et de décès est toujours d'actualité dans les services d'état civil. Le manque de méthodes fiables et sécurisées est le principal handicap. Pour une urgence, les partenaires techniques et financiers confèrent avec les spécialistes des départements en charge de l'administration du territoire et de la sécurité. Objectif, discuter de la mise en œuvre d'un système de production de cartes d'identité biométrique et les documents d'état civil sécurisés. Aujourd'hui, nous avons échangé conformément aux instructions de M. le Président de la République pour dégager les pistes. Un, il faut décider de lancement de la carte nationale d'identité maintenant ou non. Et pourquoi quels sont les préalables qu'il faut accomplir tout de suite avant le lancement de la carte d'identité, ou faut-il attendre qu'on ait un état civil sécurisé et qu'un cadre légal soit fixé pour arriver maintenant à la production de la carte nationale d'identité. C'est toute la problématique. Il y a l'impérieuse nécessité de doter les Guinéens d'actes de voyage, d'actes d'état civil normaux, biométriques, nous le souhaitons, rapidement, mais qui soient aussi dans la vérité. Ce projet sous-régional est intitulé ID4D. Il prendra en compte des aspects liés à l'enregistrement général sécurisé de la population. L'Union européenne et la Banque mondiale accompagnent le gouvernement pour la mise en œuvre des études. La Banque mondiale, en fait, propose un financement pour financer ces 4 composantes. Je n'ai pas parlé des autres composantes. Il y a une composante très importante, qui est la composante numéro 3, qui est l'utilisation de ce système par l'ensemble des ministères pour le service aux citoyens. Par exemple, il y a quelque chose de tout à fait évident. Je suis, moi, à Conakry, je suis né très loin, à Nzérékoré. Au jour d'aujourd'hui, pour avoir un extrait d'acte de naissance, vous êtes obligé d'aller à Nzérékoré. Là, le citoyen pourra demander son extrait n'importe où. Selon ces experts, la réalisation de ces études devrait s'étendre sur un délai de 6 mois. Ce qui pourrait permettre à la Guinée de se doter de documents d'état civil sécurisés en tenant compte des normes de la CEDEAO. C'est un projet à encourager. Le secteur privé vient d'être doté d'une lettre de politique pour sa promotion, une lettre qui fera de ce secteur un véritable moteur de croissance. Ce document a été soumis mercredi à l'examen de tous les services techniques du ministère de l'Industrie. C'est dans le cadre du programme d'appui aux petites et moyennes entreprises financées par la Banque mondiale. Les précisions de Abdul Karim Kamara. Le secteur privé guinéen doit encore montrer son vrai visage, celui d'être le véritable moteur de croissance du pays. Pour y parvenir, une lettre de politique régit désormais son organisation. Lettre dont les composantes sont le bilan diagnostique, la stratégie de promotion et le plan d'action opérationnel du secteur privé. Le pourcentage de micro-entreprises du secteur informel est plus élevé. Bon, bien que ces micro-entreprises contribuent à la génération de valeur ajoutée, mais il faut développer leurs capacités opérationnelles, leurs capacités managériales et techniques. Le gouvernement pense que cette politique trouve le secteur privé dans un état de restructuration. Pour son organisation et son épanouissement, le département de l'industrie estime que le document servira d'outil institutionnel. Il est important que l'ensemble du dispositif permette au secteur privé de parler d'une seule voix et d'avoir une seule approche vis-à-vis du gouvernement pour pouvoir permettre au gouvernement d'apporter les réformes qu'il faut pour permettre au secteur privé de se développer. Parce que de toute façon, c'est eux qui savent quels sont les obstacles qu'ils ont, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. C'est à eux d'orienter les réformes avec le gouvernement et de conseiller le gouvernement pour qu'ils puissent s'épanouir dans leurs activités. Le projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre des PME. Avant cette lettre, d'autres politiques de réforme avaient déjà vu le jour au ministère de l'Industrie sous la Troisième République. Des politiques de promotion sur les PME, la qualité et la propriété intellectuelle.
De l'argent pour le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Le gouvernement allemand vient d'accorder 10 millions d'euros à l'éducation. Ce montant vise à réaliser des salles de classe dans la région de Farana et acheter des manuels scolaires pour l'élémentaire. Voici le reportage de Amadou Touré. Selon les spécialistes en éducation, le taux brut de scolarisation en Guinée est actuellement de 70%. Il est jugé satisfaisant mais loin d'être au niveau des ambitions souhaitées. Et c'est pourquoi les partenaires techniques et financiers tels que la coopération allemande à travers la KfW accordent un don substantiel de 10 millions d'euros à la Guinée. Le montant va servir à construire, équiper et renforcer les capacités académiques des enseignants. Nous sommes habitués à travailler avec le MEPUA et nous sommes très content de pouvoir continuer cette collaboration très fructueuse. L'objectif visé, c'est de construire des salles de classe du primaire afin d'augmenter le taux de scolarisation au primaire et afin de permettre une meilleure éducation. Le geste intervient alors que le pays ambitionne l'atteinte d'un des objectifs du millénaire pour le développement, celui de l'éducation universelle pour tous. Au niveau des préfectures, la région de Farana qui est retenue et ensuite la deuxième phase de ce financement va être étendue aux préfectures voisines de la région de Farana. C'est le lieu de remercier le gouvernement allemand et à travers KfW et au nom du président de la République, je garantis la partie allemande que cet argent sera utilisé à bon escient et que les zéro bénéficiaires qui est le peuple de Guinée, à travers nos structures de préfecture, bénéficieront de ces établissements parce que nous-mêmes, c'est une exigence pour nous en tant que ministère, mais encore c'est un avantage pour nous dans le cadre de la politique du chef de l'État en matière de l'éducation en offrant des écoles publiques à la population guinéenne. C'est en janvier 2018 que les projets de cet accord commenceront à voir le jour. Vive émotion, douleur et consternation. La presse nationale a rendu un dernier hommage à Hassan Abraham Keita, directeur de publication du journal satirique Le Lynx. C'est au cours d'un symposium organisé ce jeudi à la maison de la presse à Conakry. Les journalistes fortement mobilisés ont dit adieu à leurs confrères. Moment pathétique, Bernard Tonguino. À la maison de la presse des Coléas, de nombreux professionnels se mobilisent pour rendre hommage à celui qui fut directeur de publication du célèbre journal satirique du pays. Décédé le 15 juin dernier, Hassan Abraham Keita aura marqué les esprits par sa plume et sa passion pour le journalisme. Dans une salle décorée au portrait caricaturé du défunt, la minute de silence est observée et puis s'égrène le chapelet des témoignages. En novembre 1993, lorsque je suis arrivé au Lynx, un mercredi pour la première fois, la première personne que j'ai croisée, c'était bien feu Hassan Abraham Keita. Je faisais encore la licence en journalisme à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il m'a posé la question, il dit, ah, tu veux faire le journalisme? J'ai dit oui. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas d'argent dans ce métier? J'ai dit, on me l'a déjà dit. Il dit, alors, bienvenue dans la galère. En effet, il gardait tout ce qui lui passait par la main, des coupures de journaux, des lettres qu'il a reçues de gens depuis des années et des années. Un jour, je disais, Hassan, mais dans ton bric-à-brac là, je ne suis pas sûr que tu puisses te retrouver. Il dit, si, je me retrouve. Il dit, je te démontre, il lui dit, je vais te mettre à l'épreuve. Sors-moi le journal de notre admission au bac. On était à Abidjan. À moins de 3 minutes, Hassan, dans un bric-à-brac extraordinaire, il a réussi à me sortir ce journal. L'œuvre du journaliste Hassan Abraham Keita est aussi magnifiée par les autorités publiques. Il était pétri d'expérience et qu'il était, en tout cas, la sagesse de la presse guinéenne. De son vivant, chacun d'entre nous doit s'attacher à prolonger la vie, même après la mort. Ce que Hassan Abraham Keita a réussi, puisqu'aujourd'hui, malgré sa disparition qui nous a fait de la peine à tous,
compte tenu de l'affection qu'on avait pour lui, chacun et tous, mais de la gigantesque œuvre qu'il a accomplie, il a réussi à continuer à vivre parmi nous parce qu'il demeure dans le cœur de chacun et dans l'esprit de tous. Mais ce qui est le plus important, c'est que le Lynx, l'institution à laquelle il a appartenu, je parle bien d'institution, puisque aujourd'hui, au-delà de ceux qui l'ont fondé, de ceux qui contribuent à faire la fierté de la presse, le Lynx, il est évident, par l'œuvre accomplie et par la place qu'il occupe aujourd'hui, survivra à tous ceux qui l'ont créé et l'ont animé jusqu'à maintenant. Pour la nouvelle génération de la presse guinéenne, Hassan Abraham Keita est une école. Son exemple continuera d'inspirer des générations de journalistes. Son exemple m'a inspiré sur deux aspects. D'abord la disponibilité, parce que c'est un homme sédentaire qui est resté pendant plus de 20 années sur la même chaise pour ceux qui connaissent la rédaction du Lynx. Et la deuxième chose, c'est une personne qui m'a vraiment inspiré que le scoop n'était pas forcément une chose sur laquelle on devait se ruer tout de suite. Pour lui, une information n'était bonne que lorsque vous avez agrémenté cette information, que vous, comme on dit, la gastronomie fait l'ambiance d'une fête. Pour lui, il fallait apporter une décoration, le piment à cette information, les arguments, recouper les informations pour pouvoir la diffuser. Ses confidences ces derniers temps avec moi dans la salle des caricaturistes me guideront toujours. Il m'a enseigné plus ou moins, comme un professeur devrait le faire, comment faire la satire. Et les calembours, surtout le jeu de mots dont il est le maître, dont il était le maître au Lynx, franchement, il sera très difficile de le remplacer de ce côté-là. Parce qu'il avait une culture immense sur la Guinée et sur le monde. Jamais un article lui parvenait à la rédaction sans qu'il ne l'ait suivi à la télé ou à la radio, il en ait entendu parler avec quelqu'un d'autre. Le groupe de presse, le Lynx La Lance, continue de porter le deuil de la disparition de son architecte. Cette cérémonie d'hommage à titre posthume immortalise le personnage qui est considéré comme l'ingénieur du format du satirique de Lynx. Doyen Hassan Abraham, tu as bien rempli ta mission. Que la terre de ton pays que tu as aimé et servi te soit légère. Amen. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt si le propriétaire des jours le veut bien.